Vous êtes-vous déjà demandé si ce qui vous épuise le plus est réellement ce que vous avez vécu ou ce que votre esprit vous raconte après coup? Car la plupart des gens pensent que leurs problèmes viennent de l'extérieur, mais la véritable lutte se déroule dans un lieu bien plus silencieux, à l'intérieur. Ces phrases qui se répètent inconsciemment tout au long de la journée. Ça n'a pas marché encore une fois, c'est toujours comme ça. Pourquoi suis-je comme ça? Ces phrases ne crient pas, elles ne font pas de bruit, mais elles vous épuisent lentement. Cette lourdeur qui vous envahit au réveil ne provient pas d'un événement, mais d'un système invisible qui s'est construit dans votre esprit au fil des années. Voici la vérité que personne ne vous dit ouvertement. Votre esprit n'est pas toujours de votre côté. Parfois, croyant vous protéger, il vous enferme dans une souffrance passée. Parfois, pour vous maintenir fort, il vous oblige à être constamment sur vos gardes. Et parfois, sans que vous vous en rendiez compte, il restreint votre vie. Carl Jung l'explique très clairement. Selon lui, une personne n'est souvent pas maîtresse de son monde intérieur, mais plutôt soumise à celui-ci. Les pensées négatives n'apparaissent pas soudainement. Elles ne se forment pas du jour au lendemain. Elles sont le fruit d'années d'émotions refoulées, de non-dits et d'expériences inachevées. Même si vous pensez avancer, votre esprit s'accroche encore à un point du passé. C'est pourquoi certaines pensées vous paraissent logiques, tout en vous consumant. Car ces pensées ne représentent pas la réalité, mais une vieille blessure. Peut-être vivez-vous cela vous aussi. Alors que tout semble aller bien, un malaise inexplicable vous habite. Vous souriez en public, mais votre esprit ne trouve pas le calme lorsque vous êtes seul. Un souvenir du passé vous pèse lourdement, même des années plus tard, et vous ne comprenez pas pourquoi. Cette vidéo commence précisément à ce moment-là, car, selon Jung, la transformation ne commence pas par le silence des pensées, mais par la prise de conscience de celles-ci. Tant que vous lutterez contre votre esprit, vous perdrez. Mais lorsque vous apprenez à le comprendre, l'équilibre des forces change. Ceci n'est pas une vidéo de motivation. Elle ne vous dira pas de penser positivement. Au contraire, elle vous montrera pourquoi vous n'y êtes pas parvenu. Car la vérité est la suivante. Les pensées négatives ne sont pas vos ennemis, mais un message mal interprété. Et tant que vous n'apprendrez pas à décrypter ce message, le même cycle se répétera. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous le constatez, ce n'est pas un hasard. Car, comme le disait Jung, on n'ose se tourner vers son intériorité que lorsqu'on est prêt. Maintenant, ensemble, nous allons commencer à comprendre pourquoi votre esprit se comporte ainsi envers vous. Et dans un instant, nous verrons comment briser ce cycle. Et je veux que vous compreniez ceci. Chaque pensée négative qui tourbillonne dans votre esprit n'est pas là pour vous affaiblir. Bien souvent, c'est même le contraire. Elle est le produit d'un mécanisme primitif qui tente de vous protéger. Mais ce mécanisme n'est plus à jour. Un mécanisme de défense qui fonctionnait il y a des années peut devenir une chaîne qui vous coupe de la vie aujourd'hui. Votre esprit croit encore au même danger. Il reste en état d'alerte constant. La menace est passée depuis longtemps. Mais la pensée persiste. Et vous, sans vous en rendre compte, continuez de gaspiller votre énergie actuelle pour une peur qui appartient au passé. La plus grande erreur que l'on puisse commettre est la suivante. On croit qu'éliminer les pensées négatives apportera la paix. C'est pourquoi on les refoule. On fuit, on s'occupe l'esprit. Mais chaque pensée refoulée revient sous une forme plus sombre, car elle veut être vue, elle veut être comprise. C'est précisément ce que Jung appelait l'inconscient. Cet espace intérieur ignoré, et pourtant toujours aux commandes. Tant qu'une personne n'affronte pas cet espace, elle revivrait les mêmes schémas encore et encore, les mêmes déceptions, la même lassitude intérieure, le même mécontentement silencieux. Peut-être ne vous êtes-vous jamais demandé que cherche à me dire cette pensée, car la plupart d'entre nous choisissent de croire leurs pensées plutôt que de les remettre en question. Pourtant, une pensée n'est pas la vérité en soi, ce n'est qu'un filtre, et ce filtre est souvent altéré par des blessures passées. C'est pourquoi un même événement peut galvaniser une personne et épuiser une autre. L'événement en lui-même n'est pas le même, mais son impact intérieur est identique. Le but de cette vidéo n'est pas de vous apaiser, mais de vous éveiller, car, selon Jung, la véritable paix ne provient pas du silence de l'esprit, mais de la conscience du conflit intérieur. Et une fois cette conscience éveillée, il n'y a plus de retour en arrière. Car une fois qu'on a vu quelque chose, on ne peut plus l'ignorer. Vous voici maintenant au premier pas de ce voyage. La plus grande idée fausse concernant les pensées négatives est de les considérer comme une erreur de raisonnement. Souvent, le problème ne réside pas dans la pensée elle-même, mais dans l'émotion qui se dissimule sous forme de pensée. L'esprit humain n'aime pas affronter les émotions de front, car elles sont brutes, incontrôlables et perturbatrices. Il transforme donc l'émotion en une pensée en apparence logique, rendant ainsi la souffrance plus supportable. Mais cette transformation a un prix.
on ne s'attaque plus à la source de la souffrance, mais à son nombre. Carl Jung établit une distinction très claire à ce sujet. Selon lui, l'esprit conscient est la surface visible. Le véritable facteur déterminant est l'inconscient, le domaine où résident les émotions refoulées, inavouées et différées. C'est de là que se nourrissent les pensées négatives. Une pensée n'apparaît pas par hasard. Derrière chaque pensée se cache une rupture, une déception, un rejet, de la culpabilité. Peut être une expérience vécue il y a des années et jamais pleinement comprise. L'esprit ne souhaite pas se remémorer directement l'événement car il ne veut pas revivre cette expérience douloureuse. Au lieu de cela, il nous dit « quelque chose va mal tourner. Tu n'es pas en sécurité. Tu devrais faire plus attention. » Ces phrases ne sont pas du pessimisme, comme on pourrait le croire. Elles indiquent qu'une vieille blessure est encore ouverte. Généralement, face à cela, on réagit de deux manières. Soit on croit à ses pensées et on se laisse emporter, soit on tente de les refouler. Les deux réactions aboutissent au même résultat, car croire ou refouler revient à se focaliser sur la pensée elle-même. Or, selon Jung, il faut prendre conscience non pas de la pensée, mais de l'émotion qui la sous-tend. La pensée négative est en réalité un signal d'alarme. Mais au lieu de se demander pourquoi elle sonne, la plupart des gens essaient de l'éteindre ou paniquent. Et l'alarme continue de sonner car le message n'a pas été reçu. C'est pourquoi certaines personnes reproduisent les mêmes schémas de pensée toute leur vie, les mêmes angoisses, les mêmes insécurités, la même lassitude intérieure. Les conditions extérieures changent, les gens changent, l'environnement change, mais la voix intérieure, elle, demeure inchangée, car l'émotion fondamentale reste enfouie dans l'inconscient. Jung l'appelle l'ombre, c'est-à-dire les aspects de soi-même que l'on refuse d'accepter. Faiblesse, peur, colère refoulée, culpabilité. Tant qu'une personne ne reconnaît pas son ombre, celle-ci continue de s'exprimer sous forme de pensée. À ce stade, un phénomène critique se produit. La personne commence à confondre ses pensées avec elle-même. Voilà qui je suis. Je suis toujours anxieux. C'est ma nature. Mais il ne s'agit pas d'une identité, mais d'un processus interne insoupçonné. Et tant qu'il reste insoupçonné, la personne s'identifie à son mental. C'est précisément là que réside l'un des avertissements les plus sévères de Jung. Ce qui demeure dans l'inconscient est vécu comme une fatalité. Autrement dit, on croit ne pas l'avoir choisi, mais il nous choisit. C'est pourquoi les pensées négatives sont si tenaces. Elles n'existent pas pour être détruites, mais pour être comprises. Pendant que vous écoutez ce passage, je vous invite à vous poser la question suivante. Quand cette pensée est-elle apparue pour la première fois dans ma vie? La réponse est souvent plus ancienne que vous ne le pensez. Et c'est là que la transformation commence. Car dès que vous prenez conscience de l'origine d'une pensée, son emprise sur vous s'affaiblit. Nous verrons dans un instant pourquoi ces pensées créent précisément un cycle de contrôle et de réaction, et comment elles rongent une personne de l'intérieur. Il existe une distinction très subtile, mais essentielle. Lorsqu'une pensée négative surgit, la plupart des gens se demandent « Pourquoi est-ce que je pense à ça ?» Mais ce n'est pas la vraie question. La vraie question est « Quelle émotion cette pensée essaye-t-elle de protéger en moi ?» Car l'esprit ne cherche pas à éliminer la douleur, mais à la maîtriser. Une émotion incontrôlable est perçue comme dangereuse par l'esprit. C'est pourquoi l'émotion est transformée en pensée. Cela la rend gérable. Mais cette maîtrise crée un faux sentiment de sécurité. La personne se croit en sécurité tant qu'elle reste vigilante. Et cet état finit par faire partie intégrante de sa personnalité. À ce stade, la personne commence inconsciemment à vivre dans une tension intérieure constante. Elle n'arrive pas à se détendre. Il n'arrive pas à vivre pleinement le moment présent. Car en arrière-plan, un signal persiste. Quelque chose pourrait arriver. Ce signal ne repose souvent pas sur une menace réelle, mais sur une expérience passée encore douloureusement enfouie. L'esprit génère constamment des avertissements pour éviter de revivre cette expérience. C'est pourquoi les pensées négatives sont souvent tournées vers l'avenir. Elles nous maintiennent en alerte face à des événements qui ne se sont pas encore produits. Mais le prix à payer est élevé. Car, à force de vivre dans la crainte d'un danger qui n'arrive jamais, on passe à côté du présent. Si nous voulons vraiment comprendre le fonctionnement des pensées négatives, il nous faut approfondir notre réflexion, car il ne s'agit pas simplement de penser. Il y a un système, un ordre établi par l'esprit. Et au centre de cet ordre se trouve ce que Jung appelle la persona. La persona, c'est le visage que l'on montre au monde extérieur, celui de la force, de la maîtrise, du calme apparent, celui qui semble capable de tout gérer. On ne choisit pas consciemment ce masque. On le développe pour survivre, pour être accepté, pour éviter de paraître faible, pour être aimé.
Mais à mesure que la persona se renforce, le monde intérieur s'apaise. Il est refoulé, ignoré. Et c'est là que le problème commence, car tout ce qui est refoulé tente de s'exprimer indirectement dans l'esprit. Les pensées négatives sont souvent le moyen par lequel ce monde intérieur refoulé s'infiltre. Carl Jung dit « Lorsqu'une personne confond son identité avec son masque, elle perd son équilibre intérieur. Car la persona est tournée vers l'extérieur, tandis que l'âme vit à l'intérieur. Quand on essaie uniquement de contrôler l'extérieur, un vide se crée à l'intérieur. Ce vide maintient l'esprit en alerte. L'esprit intervient alors et dit « Tu dois te contrôler, tu dois être prêt, ne te détends pas ». Ces phrases semblent logiques au premier abord, mais à la longue, elles épuisent, car ce besoin de contrôle découle d'un manque de confiance. Et ce manque de confiance ne vient pas du monde extérieur, mais d'une rupture du lien avec son monde intérieur. Tant qu'une personne vit prisonnière de son personnage, elle perd le contact avec elle-même. Elle ignore ce qu'elle ressent. Elle ignore ce dont elle a besoin. Mais son esprit ne s'arrête jamais, car il crée constamment des scénarios pour remplacer les émotions auxquelles il ne parvient pas à se connecter. Les pires scénarios, les issues les plus négatives, les possibilités les plus sombres. Ils n'existent pas pour vous protéger, mais pour vous maintenir sous contrôle. Car l'incertitude est la plus grande menace pour l'esprit. Et l'incertitude commence par une introspection. C'est pourquoi on a souvent du mal à lâcher prise. Car si les pensées disparaissent, les émotions demeurent. Et les émotions sont incontrôlables. Le moi intervient ici, croyant vous fortifier. Mais en réalité, il vous maintient en mode survie, toujours en alerte, toujours prêt, toujours sur la défensive. Les pensées négatives sont un sous-produit de ce système de défense. Plus vous essayez de les faire taire, plus le système se durcit, car la perception de la menace augmente. L'esprit se dit « Regarde, on essaie de faire taire cette pensée. Il y a donc un danger. » Et il génère davantage de pensées. C'est un piège. À ce stade, on a souvent tendance à faire ceci. On essaye de se contrôler davantage. On devient plus discipliné, plus dur, plus distant. Mais la tension intérieure ne diminue pas, elle augmente. Car le problème n'est pas un manque de contrôle, mais un excès de contrôle. Selon Jung, la véritable transformation ne commence pas par un contrôle accru, mais par sa reconnaissance. Lorsque le moi commence à se détendre, l'esprit se détend aussi, car il n'a plus besoin de tout retenir. Dès l'instant où vous comprenez ce mécanisme, vous franchissez un cap important. Vous comprenez que vous n'avez pas besoin de combattre les pensées négatives. Vous comprenez maintenant leur raison d'être. Cette prise de conscience ouvre la voie à l'étape suivante. Nous aborderons dans un instant la manière dont ce mécanisme transforme une personne en un être réactif et comment briser ce cycle de réactivité. À ce stade, la plupart des gens ignorent que la personnalité n'est pas seulement un masque qu'ils arborent face au monde extérieur, mais aussi un rôle qu'ils jouent envers eux-mêmes. Je suis forte, je contrôle tout, voilà qui je suis. Ces phrases se transforment peu à peu en une affirmation identitaire. Et pour éviter de perdre cette identité, les individus commencent à ignorer ce qui se passe dans leur monde intérieur. Ils perçoivent la fatigue comme une faiblesse. Ils voient la vulnérabilité comme un danger. Ainsi, la personnalité se durcit. À mesure qu'elle se durcit, la flexibilité disparaît. Et à mesure que la flexibilité disparaît, l'esprit aspire à toujours plus de contrôle. Les pensées négatives sont le signe que cette rigidité commence à se fissurer de l'intérieur. Ce besoin de contrôle a une autre facette, la compulsion à réagir. L'esprit étant constamment en alerte, il veut répondre instantanément à chaque pensée, chaque sentiment, chaque possibilité. Il ne peut attendre, il ne peut s'arrêter, il ne peut rester silencieux. Car le silence signifie un relâchement du contrôle, ce qui menace l'intégrité physique. C'est pourquoi, dès qu'une pensée surgit, on tente d'y répondre immédiatement. On la justifie, on la refoule ou on la combat. Or, chaque réaction ne fait que renforcer la pensée. Lorsqu'une pensée surgit, on réagit généralement immédiatement, sans s'en rendre compte. On y croit, on tente de la faire taire ou on la conteste. Ce réflexe est si rapide que la plupart des gens ne réalisent même pas qu'il s'agit d'un choix. Réagir semble la seule option. L'esprit l'accepte comme naturel, car il fonctionne ainsi depuis des années. Il perçoit un danger, donne l'alerte et attend une réponse. Mais le point de rupture que Jung met en évidence se situe précisément à ce stade. Dès qu'une personne réalise que réagir n'est pas nécessaire, un espace intérieur s'ouvre. Cet espace est d'abord déstabilisant, car l'ordre habituel est perturbé. L'esprit ne peut plus fonctionner automatiquement. Il doit attendre. Cet état d'attente est insupportable pour la plupart des gens, car il signifie la perte de contrôle. La pensée arrive,
Elle persiste, et l'on ne souhaite rien faire immédiatement. C'est à ce moment précis que l'esprit résiste le plus, car en l'absence de réaction, la pensée commence à perdre de son pouvoir. L'esprit perçoit cela comme une menace. Il produit davantage de pensées. Il construit des arguments plus convaincants. Cela engendre des scénarios plus pessimistes. C'est là que la plupart des gens reculent et retombent dans leurs vieilles habitudes. Ils réagissent, ils luttent, ils refoulent. Mais cette lutte nourrit la pensée. Car l'esprit apprend, c'est important, il faut y répondre. Selon Jung, la conscience doit intervenir précisément à ce stade. La différence entre réaction et observation n'est pas d'ordre technique. C'est une différence de niveau de conscience. La réaction est automatique. L'observation est un choix. On regarde la pensée, mais on ne s'y attarde pas. On l'observe, mais on ne la dirige pas. Ce n'est pas de la passivité. Ce n'est pas une fuite. C'est une posture consciente. Ici, on réalise, la pensée va et vient spontanément. Si on ne s'y accroche pas, elle ne devient pas permanente. Mais chaque fois qu'on s'y accroche, elle s'alourdit un peu plus. La plus grande illusion de l'esprit est la suivante. On croit que si l'on ne réagit pas, on perdra le contrôle. En réalité, c'est l'inverse qui se produit. À mesure que la réaction diminue, le tumulte mental diminue également, car l'esprit ne cherche plus constamment à se confirmer. Tous les signaux ne sont plus pris au sérieux. Le centre que Jung appelle le soi commence à se renforcer. Ce centre est l'espace silencieux qui se situe au-delà des pensées. Lorsqu'une personne entre en contact avec cet espace, les pensées continuent d'affluer, mais elles ne la dirigent plus. Une distance intérieure se crée. Et cette distance est le premier état de liberté. Réagir nous agit rapidement. Observer nous approfondit. Réagir nous enchaîne au schéma du passé. Observer nous ancre dans le présent. C'est pourquoi Jung affirme que la véritable transformation ne commence pas par des conditions extérieures, mais par une attitude intérieure. Il n'est pas nécessaire de changer ses pensées. Il suffit de changer la relation que l'on entretient avec elles. Lorsque cette relation change, les mêmes pensées n'ont plus le même impact. Nous verrons bientôt comment cet état d'observation peut se transformer en pratique quotidienne et comment l'esprit s'adapte à ce nouvel ordre. Il existe ici un seuil critique. Lorsqu'une personne tente pour la première fois de ne pas réagir, un sentiment de vide intérieur surgit. Ce vide effraie beaucoup de personnes, car pendant des années, on l'a assimilé à la tension intérieure elle-même. Quand le silence s'installe, on a l'impression qu'il manque quelque chose. L'esprit cherche aussitôt à combler ce vide. Il génère de nouvelles pensées. Il ravive d'anciennes angoisses. Mais ce qu'il faut comprendre à ce stade, c'est que le vide n'est pas un problème. C'est un espace. Et cet espace est nécessaire à l'enracinement de la conscience. Rester dans un état d'observation ne signifie pas éliminer les pensées. Cela signifie prendre de la distance par rapport à elles. À cette distance, on réalise que ce que l'on appelle une pensée est un flux en perpétuelle évolution. Ce n'est ni statique, ni permanent. Mais lorsqu'une réaction se produit, elle se solidifie comme une réalité immuable. À mesure que l'observation se poursuit, cette solidité commence à se dissoudre. L'esprit se détend, car chaque signal interne n'est plus perçu comme un ordre. Avec le temps, une transformation profonde s'opère. On entre en contact avec une couche plus profonde qui se situe au-delà de nos pensées. Cette couche est silencieuse, indéfinissable, mais stable. C'est précisément le centre que Jung appelait le soi. À mesure que ce centre se renforce, on commence à agir non plus sous l'effet de la pensée, mais depuis ce centre intérieur. Ainsi, les décisions se prennent avec plus de sérénité. Les réactions s'apaisent. Le tumulte intérieur diminue. C'est pourquoi l'observation n'est pas une technique, mais une manière d'être. C'est une nouvelle attitude face à la vie, aux pensées et aux émotions. Lorsque cette attitude s'enracine, le pouvoir de l'esprit de nous entraîner s'affaiblit. Et pour la première fois, on fait l'expérience suivante. Les pensées surgissent, mais elles ne nous submergent pas. Lorsque vous prenez conscience du piège que votre esprit vous a tendu, vous vous demandez naturellement « Que faire maintenant ?» Il n'est pas nécessaire de prendre de grandes décisions, de changer radicalement de vie ou de faire taire vos pensées de force. Dans l'approche jungienne, la transformation s'opère par de petites répétitions conscientes, car l'inconscient ne change pas par des interventions soudaines, mais par un contact régulier. C'est pourquoi le rituel que je vais partager ici ne repose pas sur des techniques complexes. Il est simple, il est silencieux, mais pratiqué régulièrement, il modifie profondément les habitudes de l'esprit. La première étape est la suivante. Lorsqu'une pensée négative surgit, n'essayez pas de la corriger. Ne discutez pas de sa justesse. Arrêtez-vous simplement. Concentrez-vous un bref instant sur votre respiration et nommez la pensée. Inquiétude.
culpabilité, peur. Nommer la pensée crée une distance entre vous et elle. L'esprit ne s'y identifie plus. Selon Jung, nommer, c'est inviter l'inconscient à la conscience. La deuxième étape est le temps. Ne réagissez pas immédiatement à la pensée. Une impulsion intérieure vous dira qu'il vous faut agir, écrire une réponse, prendre une décision, vous défendre, vous expliquer. Identifiez cette impulsion et suspendez-la. 5 minutes sufficient. Ce délai interrompt le cycle des réactions automatiques. L'esprit apprend que chaque signal n'entraîne pas une réponse immédiate. La troisième étape est l'observation. Observez la sensation que la pensée crée dans votre corps. Ressentez-vous une oppression dans la poitrine, une lourdeur dans l'estomac, une tension dans la mâchoire? Observer votre corps vous permet de sortir du monologue intérieur, car le corps ne ment pas. L'histoire change, la sensation change. Jung considérait le corps comme la porte d'entrée de l'inconscient. La quatrième étape est une courte phrase intérieure. Murmurez-vous. La pensée qui surgit en ce moment ne me représente pas entièrement. Cette phrase n'est pas une suggestion, mais un positionnement. Vous n'êtes pas dans la pensée, vous la regardez en face. La cinquième étape est l'acceptation. Laissez la pensée demeurer un instant. Ne la forcez pas à partir. L'esprit résiste lorsqu'il est sous pression. Il se dissout lorsqu'il trouve l'espace nécessaire. Appliquez ces 5 étapes chaque jour, surtout lorsque votre esprit est particulièrement concentré. Au réveil, lorsque vous êtes confronté à une situation particulière durant la journée, avant de vous endormir le soir. La durée importe peu. L'essentiel est la régularité, car un rituel n'est pas une habitude, c'est une forme de relation. À mesure que la nature de votre relation à votre esprit évolue, l'effet de vos pensées se modifie également. Carl Jung décrit ce processus comme le visage quotidien de l'individuation. On se reconnaît non pas dans les grands moments, mais dans les petites expériences récurrentes. Après un certain temps, vous réalisez, les pensées surgissent toujours, mais elles ne s'accrochent plus comme avant. Elles ne définissent plus votre journée. Elles n'influencent plus vos décisions. Un nouveau centre se forme en vous, plus calme, plus clair. En vous éloignant de ce centre, le rythme de vie ralentit. Les choix deviennent plus conscients. Les réactions s'adoucissent. Le tumulte intérieur diminue. Si vous êtes vraiment prêt à essayer ce rituel, commençons par un petit engagement. En répétant ces mêmes petites étapes chaque jour, on établit inconsciemment un nouvel ordre intérieur. L'esprit ne peut plus envahir la scène à chaque pensée comme auparavant, car il n'y a plus de réaction aveugle. Il y a une posture consciente. À mesure que cette posture s'établit, les pensées s'amenuisent. Elles deviennent moins persuasives. On apprend qu'il n'est pas nécessaire de prendre au sérieux tout ce que l'esprit nous dit. Cet apprentissage n'est pas théorique, il se ressent physiquement. Avec le temps, un changement très subtil s'opère. Les choses qui vous perturbaient auparavant n'ont plus le même effet. Les mêmes phrases reviennent, mais elles ne provoquent plus la même onde intérieure, car le point d'impact de cette onde a changé. Un fondement plus solide se forme en vous. Ce fondement est indépendant des pensées. Il est silencieux, mais il est constant. Lorsqu'on prend conscience de ce fondement, on éprouve pour la première fois un véritable sentiment de confiance intérieure. Cette confiance ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle ne dépend pas du déroulement de la journée. Elle vient de l'intérieur. C'est pourquoi, dans l'approche jungienne, le rituel n'est pas une technique, mais une construction de l'identité. Chaque répétition renforce l'affirmation « Je ne suis pas mes pensées ». Et un jour, vous réalisez que, même si les pensées négatives persistent, vous n'êtes plus la même personne. Vous avez cessé de réagir impulsivement. Vous êtes devenu capable de choisir. Nous verrons dans un instant comment ce choix s'étend à tous les aspects de la vie et comment il se transforme en une liberté intérieure durable. La destination au terme de ce voyage est bien différente de ce que la plupart des gens imaginent au départ, car l'objectif fondamental concernant les pensées négatives n'est pas de les éliminer complètement. Il ne s'agit pas de vider son esprit, ni de forcer le silence. La véritable transformation commence par un changement radical dans notre rapport aux pensées. Lorsqu'une personne prend conscience de cela, elle franchit un seuil essentiel. Les pensées négatives n'apparaissent plus comme une menace, ni comme un ennemi. Elles deviennent les signes de zones encore inexplorées de notre monde intérieur. Et cette perspective n'affaiblit pas la personne. Au contraire, elle la fortifie. Selon Carl Jung, c'est précisément cela l'individuation. Établir une relation consciente avec les différentes parties de soi-même sans les refouler ni les nier. Lorsqu'une personne cesse de lutter contre elle-même, son énergie se libère, car la guerre intérieure est très coûteuse. Être constamment sur ses gardes, contrôler sans cesse ses pensées,
Générer constamment des pensées épuise lentement la personne. Surmonter les pensées négatives signifie lâcher prise dans cette guerre intérieure. Ce lâcher prise n'est ni passivité, ni reddition. C'est une acceptation consciente. Les pensées viennent, elles restent, elles s'en vont. Quand on apprend à percevoir l'espace plus vaste qui nous entoure, le centre de notre esprit se déplace. Les décisions ne sont plus le fruit de la simple pensée, mais d'une source plus profonde. Ce lieu est silencieux, mais d'une clarté absolue. À ce stade, on fait l'expérience suivante. La vie reste difficile. Il y a des incertitudes. La douleur ne disparaît pas complètement, mais la résilience intérieure s'accroît. On ne change plus de cap au gré de chaque signal intérieur. Un centre se forme. Ce centre est ce qui fait de nous ce que nous sommes. La structure que Jung appelait le soi est cette plénitude qui existe au-delà des pensées. Et à mesure que cette plénitude se renforce, les pensées négatives perdent de leur emprise, car elles ne nous définissent plus. Elles surviennent, tout simplement. Lorsque cette conscience s'enracine, on établit une relation plus authentique avec soi-même. On ne perçoit plus la vulnérabilité comme une faiblesse. On ne considère plus l'anxiété comme un ennemi. Celui qui parvient à entrer en contact avec son obscurité intérieure n'a plus aussi peur de l'obscurité du monde extérieur, car il sait désormais ce qu'il fuit le contrôle, ce qu'il regarde le libère. Par conséquent, cette vidéo n'est pas une fin, c'est un passage. Avec le temps, une chose devient limpide. Les pensées négatives ne disparaissent pas, elles deviennent inefficaces. Les phrases qui vous accablaient ne sont plus que des bruits passagers, car l'ancienne identité qui les prenait au sérieux commence à se dissoudre. On éprouve alors un grand soulagement. On n'a plus à marchander constamment avec son esprit. On ne cherche plus à se convaincre, à refouler ou à se corriger. Un espace plus authentique se crée en soi. Cet espace n'est pas parfait, mais il est réel. Et ce qui est réel est toujours moins épuisant. À ce stade, on réalise que nombre de difficultés rencontrées dans sa vie ne provenaient pas des événements eux-mêmes, mais de nos réactions internes automatiques à ces événements. Les mêmes événements se reproduisent, mais l'attitude intérieure est différente. Cette attitude n'endurcit pas la personne. Au contraire, elle l'adoucit. Mais cette douceur n'est pas une faiblesse. C'est une force qui découle de la flexibilité. C'est la capacité de plier sans rompre. Ce que Jung appelait la plénitude intérieure se ressent précisément ici. Pour celui ou celle qui a instauré cette plénitude intérieure, la vie n'est plus un champ de bataille, mais un lieu d'apprentissage. La panique ne surgit plus face aux émotions difficiles. Le besoin de fuir ne se manifeste plus à l'apparition des pensées négatives, car cette personne sait désormais que tout mouvement intérieur est éphémère. Seul le centre qui l'observe demeure. Cette connaissance n'est pas intellectuelle, mais expérientielle. Elle est silencieuse, mais profonde. Et le résultat le plus simple, et pourtant le plus puissant, de ce cheminement peut être le suivant. La personne ne se bat plus contre elle-même. Elle ne cherche plus à se corriger. Elle ose se voir telle qu'elle est. Ce courage est l'essence même de la véritable transformation. Si vous avez écouté jusqu'ici, il est tout à fait naturel de ressentir un changement en vous. Ce n'est pas une fin, mais le début d'un processus d'adaptation. Réécoutez ce son de temps en temps, car certaines prises de conscience ne s'acquièrent pas instantanément, mais par la répétition. Et chaque répétition vous rapproche un peu plus de vous-même. Ceci conclut notre vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.